Bonjour Hervé Guémard. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui député de la 2e circonscription de Savoie, président du Conseil général de la Savoie et président du conseil d'administration de l'Office national des forêts, ce qui n'est pas le moindre des sujets que nous aborderons, mais plutôt en seconde partie, la question des forêts, en seconde partie des matins. On va évidemment parler de politique politicienne nécessairement. Aujourd'hui, l'UMP convoque une convention, mais on aura le temps, on ne parle pas que de ça, je vous rassure. L'UMP convoque une convention intitulée « Le projet socialiste à la loupe ». Et oui, ça y est, nous sommes donc au lendemain de la primaire socialiste, et vous avez publié ça et là toute cette année des textes plutôt d'ailleurs verts, assez acerbes, de critiques contre votre propre camp d'abord, pour au fond et quand même en tout cas imaginer ce qu'il faudrait faire à droite pour remporter cette élection présidentielle. Mais enfin, je note que le 4 mars dernier, vous donniez un entretien dans La Croix en collaboration avec Radio Notre-Dame, qui était résumé ainsi dans La Croix donc du 4 mars 2011 sur justement les questions d'aujourd'hui, de ce fameux 17 octobre dont il est question. Vous disiez au fond, la question que l'on pose rarement est celle de l'Algérie. La guerre a suscité des feux mal éteints. Nous avons 5 mémoires parallèles de ce conflit, celle des rapatriés, des Français d'origine algérienne, des soldats du contingent, des militaires d'actifs et enfin celle des harkis. Je suis frappé, disiez-vous, Hervé Guémard, il n'y a pas si longtemps, je suis frappé par le fait que moins de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, on a pu signer un traité d'amitié avec l'Allemagne alors que nous n'avons encore rien réglé à 1 an de l'anniversaire, du 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Oui, je pense que la France a mal à l'Algérie et que l'Algérie a aussi mal à la France. Et je pense qu'il est vraiment urgent maintenant que nous fassions un traité de paix avec l'Algérie. Ce traité de paix, c'est aussi et peut-être d'abord un traité de paix entre les mémoires. Et là, il a été évoqué très souvent, même mis en chantier, puis repoussé sans cesse. Tout de même, je sais, pour des raisons diverses. Il y a sûrement des responsabilités partagées de part et d'autre de la Méditerranée. On sait qu'il y a une dimension algérienne, puisque le pouvoir algérien instrumentalise régulièrement la mémoire pour perpétuer son pouvoir, même quand les sujets n'ont rien à voir. Et en France, nous avons ces 5 mémoires parallèles qui s'entrechoquent et qui ne se parlent pas. Et je pense vous rajouteriez aujourd'hui une 6e mémoire, celle de ce 17 octobre 61. Donc vous pensez qu'il faut faire davantage encore c'est la mémoire des Algériens de France de l'époque, dont certains enfants ou petits-enfants sont aujourd'hui des Français qui vivent et dont j'espère qu'ils sont bien intégrés. Donc je crois vraiment que cette question algérienne est très importante. Vous savez, dans la politique française, on dit parfois qu'il y a 3 A importants: l'Allemagne, l'Algérie et l'Afrique. Et on y revient toujours. Alors, Hervé Guémard, donc, je le disais aujourd'hui, c'est une convention convoquée par l'UMP intitulée « Le projet socialiste à la loupe, le grand malentendu ». C'est le titre complet de cette convention du jour pour analyser, je cite, l'impact du programme socialiste dans notre vie quotidienne. Plusieurs dizaines de ministres sont attendus aujourd'hui pour cette convention. Bon, on voit bien que la fin de la primaire du Parti socialiste s'achève. Vous retenez quelles leçons à droite de ce qui vient de se passer? Vous êtes un peu comme Patrick Devedjian dans Libération ce matin, qui dit que oui, il faudra aussi faire des primaires à droite. Moi, je pense qu'on n'y coupera pas, puisque ces primaires ont montré que nous avions une respiration démocratique. Alors, il ne faut pas être dupe sur le matraquage et la saturation médiatique que ces primaires ont provoqué. Mais globalement, je trouve que les choses se sont plutôt bien passées et que désormais, on est dans une situation politique très différente de celle qu'on a connue naguère. C'est-à-dire qu'on n'a plus de chefs charismatiques qui s'imposent naturellement. Les partis politiques ont très peu d'adhérents, donc c'est une base extrêmement étroite pour décider d'un candidat. Donc je pense qu'il faut laisser vivre cette démocratie. Nous ne sommes pas encore en 2017, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais je pense qu'il nous faudra organiser quelque chose qui y ressemble. Qu'est-ce qu'un candidat naturel? Christian Jacob disait dimanche soir en substance, au fond, que la question des primaires ne se pose pas puisqu'il y a un candidat naturel. Est-ce que vous partagez l'idée que Nicolas Sarkozy est un candidat naturel? Le candidat naturel est celui qu'on soutient, par définition. Et on trouve que les autres ne sont pas naturels. En 1995, jeune député, je choisissais Jacques Chirac. Donc pour moi, c'était le candidat naturel. Et puis d'autres disaient non, ce doit être Édouard Balladur, qui est Premier ministre, qui a fait ses preuves à Matignon. Il est le candidat naturel. Donc la théorie du candidat naturel, je trouve, s'affadit beaucoup dans la nouvelle démocratie que nous vivons. Alors, passer le projet socialiste à la loupe, certes. Mais alors, ce qui est intéressant dans vos textes,
texte, justement, Hervé Gaymard, c'est que vous passez le projet, je ne sais comment il faut l'appeler, le projet de droite, le projet UMP, vous le passez à la loupe et il n'est pas sans critique et sans regard très distancié. Vous avez des propos assez étonnants sur ce que représente l'essence de la droite pour vous. Vous dites sur le plan idéologique, indubitablement, la gauche prévaut, tout simplement parce qu'il n'existe pas d'idéologie de droite, enfin, ce qu'on pourrait contester, mais en fait, tout de même, vous avez l'air de dire qu'au fond, voilà, il n'y a pas un sens d'explication du monde, de l'histoire, ni de l'homme. Ça, c'était l'Express du 21 octobre 2000, non, pardon, je ne sais plus, c'était en 2011. Septembre, voilà. Bon, et puis, vous dites aussi que, alors, on pourrait quand même vous objecter que la droite a quand même des valeurs, la liberté, le travail, le goût du risque, l'ordre, le libéralisme économique, la famille. Bon, est-ce que ces valeurs-là, pour vous, sont aujourd'hui en perte de vitesse à revitaliser par rapport à ce que la gauche propose? Et pour quelle raison? Non, ce que je veux dire simplement, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, l'UMP a une voix trop métallique. Et les Français attendent... Qu'est-ce que ça veut dire une voix métallique? Une voix qui est trop métallique. Je trouve que l'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que... C'est froide, sèche, glaçante, elle est un peu sèche, elle n'est pas assez chaleureuse. C'est la voix de qui? De l'UMP, c'est la voix du... Non, mais globalement, je veux dire, les messages que nous avons envoyés ces dernières années, je pense au débat sur l'identité nationale, je pense au débat sur les Roms l'année dernière, ne correspondent pas à ce que pense l'ensemble des électeurs de l'UMP. Donc on a une voix, je trouve, trop métallique. Nous avons besoin d'une voix plus chaude, qui n'exclut pas la gravité compte tenu de la difficulté des temps que nous traversons. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce papier. Vous savez, le général de Gaulle disait... C'est un papier qu'on trouve en ligne, il faut le préciser entre autres. Sur mon site, hervégaymard.com. C'est 50 de pages. Oui. J'ai voulu raconter l'histoire de la création de l'UMP à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Oui, alors on y lit des choses, alors, je ne sais pas si c'est métallique, mais voilà, vous comparez l'UMP, et là je vous cite, j'ouvre les guillemets, à un pâté qui aurait réduit à la cuisson un mouvement devenu un parti crispé sur les questions d'immigration, de sécurité et d'identité nationale. Un pâté qui aurait réduit à la cuisson. Oui, il va être content à l'Élysée. Non, mais je crois que chacun peut en faire le constat. Je suis un des cofondateurs de l'UMP avec Renaud Dutreil et Dominique Bussereau. Et à l'époque, notre ambition était de créer un grand parti, une grande CDU à la française, qui regroupe les démocrates chrétiens, les libéraux, les gaullistes, les radicaux et surtout des Français sans appartenance politique. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ce que l'on entend davantage, c'est la partie la plus à droite de l'UMP, qui existe, qui a le droit d'exister et qui fait partie de notre arc-en-ciel politique, mais l'UMP, c'est pas que cela. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ce texte pour dire élargissons nos bases, parlons à tous les Français et n'excluons pas les autres. Mais c'est-à-dire vous êtes complètement à contre-courant de la tendance politique de l'UMP du moment, où visiblement on est en train de considérer qu'il faut faire une place plus large et écouter ce qu'on appelle la droite populaire. Oui, mais moi je pense qu'une élection... Est-ce que vous êtes minoritaire dans votre parti, dans votre tendance? L'avenir le dira, en tout cas c'est ce que je pense depuis toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire objectivement? Est-ce qu'il faut créer est-ce qu'il faut sortir de l'UMP, redéfinir, comme on voit la recomposition aujourd'hui à droite tout de même, de centres différents, de fronde, par exemple, droitière concernant les sénateurs qui ont longtemps et un moment, jusqu'aux dernières élections, manifesté une sorte de temporisation, notamment législative à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejoindre un nouveau centre? La question du Sénat n'est pas le sujet parce qu'on sait que c'est une élection qui est faite par des notables et que les candidats qui font cavalier seul ont toujours autant de chances que ceux qui sont étiquetés. Pour les élections présidentielles et les élections législatives, c'est une toute autre affaire. Moi, je suis à l'UMP et j'y suis bien. Mais je pense qu'il faut que l'UMP élargisse ça quand même pour écrire ce que vous écrivez. Non, mais je le dis parce qu'il faut faire vivre le débat. Et le caporalisme n'a jamais été une solution. Donc j'ai écrit ce texte. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de nombreux parlementaires, de nombreux militants, ou de Français, tout simplement, qui partagent notre sensibilité, mais qui ne sont pas engagés. Ces soutiens, ce sont ceux qui disent qu'il ne faut pas que Nicolas Sarkozy se représente, qu'il vaudrait mieux Alain Juppé? Pas forcément, pour l'instant. Cette dissidence pour l'instant, quand Nicolas Sarkozy est le président de la République, j'ai jamais été sarkozyste. Vous le savez. Ça se sent, non, en tout cas. Je n'ai jamais été sarkozyste, mais je trouve qu'il en prend un peu trop, si je puis dire. Parce que le bilan de sa présidence est, sur un certain nombre de sujets, tout à fait remarquable et courageux. N'oublions pas que nous traversons la plus grande crise
depuis 2008, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc arrêtons aussi de toujours tirer sur Nicolas Sarkozy. Il a des défauts, il a des qualités. Attendez, je ne peux pas ne pas vous poser. Alors, sur quoi le bilan est-il remarquable et sur quoi l'est-il moins? Il a fait un certain nombre de réformes tout à fait remarquables. Je pense à la réforme de l'enseignement supérieur. Les universités menées par Valérie Pécresse. Voilà. Sur la question de la gestion du pays, notamment sur l'évolution des effectifs de la fonction publique, il est très facile de faire de la démagogie comme M. Hollande ou Mme Aubry. Mais si d'aventure ils gagnaient l'année prochaine, je suis curieux de voir comment ils feront compte tenu de la situation budgétaire. Sur le plan international, et je ne parle pas de la politique étrangère qui malheureusement n'intéresse pas souvent les Français, mais où le bilan est plutôt remarquable. En tout cas, on dit qu'elle n'a aucun enjeu électoral. Hélas. Mais donc, Libye ou pas Libye... Ce qui a été fait en Géorgie et en Libye, c'est pas rien. Mais moi, je voudrais m'attarder sur ce qui a été fait depuis 2008, depuis la crise. Il a quand même été en capacité d'initiative. Alors, il ne peut pas faire tout seul, mais en tout cas, avec les Allemands, au sein du G20 et au sein de l'Union européenne, il a été l'instigateur de décisions tout à fait importantes. Et ça, il faut lui en savoir gré. Ceci étant, je pense que pour gagner l'année prochaine, il doit élargir sa base politique, et j'espère qu'il le comprendra. Alors, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il y a eu d'abord un problème de comportement sur le rôle de la présidence. C'est vrai que la dernière présidence de François Mitterrand, la dernière présidence de Jacques Chirac, ont laissé apparaître un président un peu trop distant des problèmes de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, comme Ségolène Royal d'ailleurs, dans leur campagne à l'époque, ont dit qu'il faut que le président soit davantage au charbon. Comme disait Raymond Barre, le problème, c'est que le président ne peut pas être toujours en première ligne. Et que je sens bien, en parlant avec les Français, qu'ils souhaitent un président qui s'implique évidemment sur les grands dossiers, mais qui prenne un peu plus de recul et dont on n'ait pas l'impression qu'on soit dans une gestion frénétique du pouvoir. Écoutez, si je vous cite, toujours dans ce retour sur une histoire de 10 ans pour gagner l'élection présidentielle, écrit par vous, Hervé Gaymard, vous dites au fond que voilà, l'UMP aujourd'hui à Paris, je cite la suite du pâté et de la cuisson, l'UMP à Paris aujourd'hui lance son message politique comme un parti droitier libéral crispé sur les questions de l'immigration et de sécurité et d'identité nationale. Bon, pour le dire en clair, quand même, là-dessus, vous pensez que les 5 ans de Nicolas Sarkozy sont un échec à la cohésion nationale sous couvert de débat qui, là aussi, a montré de très nombreuses dissidences à droite. Mais il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Par exemple, d'ailleurs, j'avais écrit un petit livre à l'époque qui s'appelait Engagement et Nation, parce que je n'ai pas aimé ce débat sur l'identité nationale. Je ne pense pas qu'il ait été lancé par le président de la République pour de mauvaises raisons. Mais en tout cas, la façon dont il a été reçu par les Français de toutes origines a été extrêmement instructif. Et d'ailleurs, tout de suite, on a fait machine arrière, c'est pas par hasard. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour. Alors aujourd'hui, les courants à droite sous toutes les coutures. Oui, ce fut sur le perron de la rue de Solferino un grand moment de franche camaraderie et de fraternelle unanimité. On y vit le séduisant partisan de la démondialisation prendre dans ses bras puissants le parangon déshydraté de l'austérité budgétaire. Le chef, à peine élu de la gauche molle, abandonnait imprudemment sa menotte à la poigne virile de la dame de fer. Et même François faire la bise à son ex, comme pourrait révoquer les mots durs échangés à l'époque de leur rupture. On conçoit que les dirigeants de l'UMP, enfoncés depuis 3 semaines dans leur fauteuil de téléspectateurs devant un storytelling aussi bouleversant, en viennent à se poser des questions sur leur propre capacité à amuser les médias. Certes, le PS est le parti du mouvement et l'UMP celui de la résistance, mais on ne résiste pas éternellement au mouvement de mode ni à l'attrait de la nouveauté. En fin connaisseur de l'œuvre d'Alexandre Vialat, vous reconnaîtrez certainement cette profonde maxime de votre écrivain préféré, Hervé Gaymard, et je vous la cite. La distinction cessa de passer entre les idées justes et les idées fausses. Elle se fit entre idées nouvelles et préjugés d'un âge ancien. Les hommes rasèrent leurs moustaches. Ce fut le début des choses nouvelles. Une fois sur la pente, tout suivit. Extraordinaire. Et voilà. C'est l'année Vialat, il faut le rappeler. Oui. On est en plein année Vialat. Et voilà l'UMP qui s'interroge sur la nécessité de se convertir aux primaires.
Oh, pas cette fois-ci, bien sûr, mais peut-être la prochaine et entraînant des pieds, comme il convient au parti de la Résistance. Mais, cher Xavier Bertrand, cher François Fillon, pour pouvoir organiser des primaires, encore faut-il disposer de courants internes, d'écuries présidentielles, compter ses partisans sur des motions lors de congrès surchauffés, organiser des réunions de synthèse en comité discret, déjeuner en petits groupes qui s'excommunient mutuellement, etc., etc. Toutes choses, vous en conviendrez, Hervé Guémard, relativement incompatibles avec les idéaux bonapartiste du gaullisme où le leadership est chose naturelle puisqu'il relève du charisme personnel et des décrets de la providence historique. Qu'importe, l'UMP s'y essaie depuis un an. Tout a commencé avec la droite populaire, un club de députés menacés de triangulaire en PACA. Ces gens-là imaginent empêcher le FN d'être présent au deuxième tour en siphonnant ses voix au premier, et pour ce faire, ils braconnent sur ses terres. Oh, pas le protectionnisme ni la sortie de l'euro, mais la sécurité, la traque à la fraude sociale et le respect du drapeau. Afin de plaire aux électeurs du populaire, on cherche à effaroucher le journaliste bobo, prompt aux indignations vertueuses, et c'est facile. Il y a la droite sociale, dont le chef Laurent Wauquiez décline l'idée qu'il n'y a pas de droit sans devoir et qu'il faut échapper, je le cite, au cancer de l'assistanat, une thématique qui s'inspire nettement du discours des conservateurs britanniques au pouvoir actuellement, lesquels ne passent pas pour particulièrement sociaux. Quant aux centristes, orphelins de la candidature Borloo, ils se sont regroupés dans le courant baptisé République humaniste, avec des écologistes, les libéraux, les radicaux valoisiens et quelques chrétiens démocrates. Ils ont l'intention de former le troisième pilier de l'UMP, la droite moderne. Je vous sens en haleine, cher Marc Voinchette, le sujet a de quoi passionner les amateurs de séries américaines. Mais en général, les idées justes, ce sont celles qui réussissent, disait le président Mao Tse-tung. Il rejoignait par là Charles Maurras, ce que baptisait Charles Maurras la politique expérimentale, c'est-à-dire, pour résumer, ces deux grands auteurs classiques de la philosophie politique contemporaine, une politique est bonne dans la mesure où elle a été entérinée par les faits, celui qui gagne prouve ainsi qu'il avait raison, et pour retomber au niveau de l'UMP, il s'agit de savoir comment éviter l'an prochain une défaite annoncée. Alors pour la droite populaire, ça sera en empêchant le Front National de faire un gros score au premier tour. Pour la droite moderne, en allant disputer à François Hollande les électeurs du centre. Leur stratégie étant manifestement incompatible, c'est à l'Élysée qu'il reviendra de trancher. On connaît votre préférence à vous, Hervé Guémard, depuis ce matin sur France Culture. Pouvez-vous nous la commenter et la justifier ? La chronique de Brice Couturier, bien sûr, à télécharger sur franceculture.fr. Hervé Guémard. On peut poursuivre par Vialat ? Ah, avec plaisir. Alors là, oui. Non, parce qu'il a une phrase que je trouve fantastique. Il dit il y a deux choses qui n'ont rien à voir. C'est d'une part la littérature et d'autre part la vie littéraire. Bon. On pourrait peut-être dire un peu la même chose de la politique. D'une part, il y a la politique avec un grand P, ce à quoi on aspire pour notre pays, pour une société harmonieuse dans laquelle chacune et chacun puisse s'épanouir. Et puis, il y a la vie politique avec ses petites phrases, avec ses factions, avec ses petits faits vrais dont se régalent les hommes politiques, les journalistes politiques, et je pense dont les Français se passeraient bien parce que ça ne les intéresse pas. Et je pense, en entendant ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite, que le véritable sujet aujourd'hui, c'est de retrouver ce qui peut fédérer autour d'un objectif de vie en commun pour les Françaises et les Français. Parce que moi, je suis très frappé par le délitement de notre société, par la montée de la jalousie, de l'envie, du ressentiment, la montée du racisme, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Et je pense que ce dont notre pays a besoin, c'est de se retrouver lui-même. Parce qu'on a parfois l'impression, Georges Pompidou a dit dans une de ses conférences de presse, il disait c'était une époque où les Français ne s'aimaient pas. Bon. Et j'ai un peu l'impression que nous sommes dans cette situation-là. On ne s'aime pas nous-mêmes, on ne s'aime pas vis-à-vis du reste du monde. Et moi, je pense profondément qu'il suffit d'un rien pour qu'on bascule dans une attitude beaucoup plus positive et qui redonne des couleurs dans notre société décolorée. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ce rien-là, ça n'était pourtant pas ce que Nicolas Sarkozy avait promis dans sa campagne électorale, où une fois élu, même, il avait dit au fond qu'il fallait une République irréprochable. Quel est votre commentaire sur l'affaire Squarcini, qui fait la une de Libération aujourd'hui, affaire des fadettes ? Le flic de Sarkozy mis en examen, Bernard Squarcini, patron de renseignement, mis en cause pour atteinte au secret des correspondances, qui a dit qu'il ne, lui, démissionnera pas.
Moi, je vais vous dire, je n'y comprends rien dans toutes ces affaires. Je dirais exactement la même chose si c'était la gauche qui était au pouvoir. On a toujours une longue chronique et qui s'épaissit toujours à la veille des périodes électorales. Je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Il y a actuellement en France... écouter les journalistes, c'est un sujet important tout de même. Bien sûr. Écouter illégalement les journalistes. Il y a actuellement non-assistance à jeunesse en danger. On a ces sujets mémoriels dont vous avez parlé tout à l'heure au sujet de l'Algérie qui révèlent un profond trouble dans notre pays. Alors bien sûr que ça peut paraître un peu facile pour un homme politique de dire ce que je vais dire, mais on a quand même envie de tourner la page et de construire du vrai et du neuf. Et je pense que les Français y sont prêts, pourvu qu'on les écoute et surtout pourvu qu'on les implique. Brice Couturier. Alors les Français, toute la question est de savoir de quel côté ils penchent, parce que c'est comme ça qu'on peut régler sa propagande en vue des élections de l'année prochaine. Il y a une divergence profonde, parce qu'à l'Élysée, on estime que le centre de gravité idéologique du pays s'est déplacé durablement de gauche à droite, et vous estimez très expressément le contraire, parce que je vous lis dans l'Express, et vous dites « La domination intellectuelle et culturelle aujourd'hui, elle est à gauche ». Bref, vous êtes gramscien et vous pensez que l'hégémonie culturelle est durablement inscrite à gauche et que l'UMP donc doit s'y adapter. Alors moi le dernier sondage, il est un peu vieux parce qu'il date de septembre 2010 sur la façon dont les Français se positionnent, et je vois que 29% des Français se positionnent à gauche, 22% se positionnent à droite, 15%, extrême compris, 15% se positionnent au centre et 33% se positionnent ni à gauche ni à droite. Donc c'est pas si évident que ça. L'hégémonie culturelle, on ne sait pas où elle est aujourd'hui. Hervé Guémard. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, un philosophe que j'ai connu à la fin de sa vie qui s'appelait Louis Dumont, l'a dit de manière éclatante. Je pense qu'au moins depuis la Révolution française, la gauche, idéologiquement, prédomine. Le sinistrisme de Thibaudet. Je pense. Et il n'y a pas, face à l'idéologie de gauche, si je puis dire, une idéologie de droite. Il peut y avoir des attitudes de droite, des tempéraments de droite, mais il n'y a pas de doctrine globale, de système global d'explication du monde. Je pense que le seul moment où il y a eu quelque chose qui avait une cohérence, qui ne s'inscrivait pas d'ailleurs dans le cadre seulement de la droite, ça a été le moment gaullien. Bon. Où De Gaulle a réconcilié, il a suivi Marc Bloch en fait. Il a suivi Marc Bloch, réconciliant ceux qui vibrent au Sacre de Reims et ceux qui vivent à la fête de la Fédération. Donc on a eu ce moment-là, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que c'est que la droite. Et quand on dit, parce qu'il y a certaines études d'opinion qui disent « Ah, la société française se droitise », parce que sur les questions d'autorité, sur les questions de sécurité... Oui, enfin même, pardon, même l'Europe même, il y a ce fameux intellectuel italien que nous avons eu récemment dans l'émission, qui publie dans Le Débat, dont le nom va bien sûr me revenir, qui faisait cet état de fait, qu'il y a une droitisation de la vie politique européenne même en général. Oui, mais c'est toujours... pareil. Qu'est-ce qu'on entend par droitisation ? Vous dites que vous ne savez pas ce que c'est que la droite, mais la droite populaire au sein de l'UMP, elle sait très bien. Oui, mais je ne suis pas sûr, j'y ai un certain nombre d'amis, et même beaucoup d'amis, je ne suis pas sûr que, hormis les priorités dont vous avez parlé, sur la sécurité, sur l'ordre, etc., je ne suis pas sûr qu'ils aient une vision globale de la droite. Parce que par rapport aux élections qui s'approchent dans 7 mois, toute la question pour l'UMP, c'est de savoir si vous avez raison, si l'hégémonie culturelle est à gauche et que donc la droite doit s'y adapter, ou si aujourd'hui il y a eu effectivement ce glissement de l'opinion vers la droite et par conséquent la droite populaire a raison. Donc vous voyez, le dilemme au sein de l'UMP, il est extrêmement sérieux. Ce que je voudrais dire... Hervé Guémard. Ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que on peut être d'accord ou pas avec ma thèse, mais je pense que culturellement, la gauche domine, et depuis longtemps, et depuis très longtemps, on peut même dire depuis toujours, ce qui n'a pas empêché la droite de gagner parfois les élections. Et vous vous souvenez qu'à la veille de l'élection de François Mitterrand, la Fondation nationale des sciences politiques, la vénérable Fondation nationale des sciences politiques, avait publié un bouquin qui s'appelait « France de gauche, vote à droite ». Bon, alors 6 mois après, le titre du livre a été démenti, mais ce n'était pas si idiot. Parce que quand nous gagnons, pourquoi nous gagnons ? Parce qu'il y a à la fois les électeurs de droite, les électeurs du centre et une partie des électeurs de gauche qui votent pour nous,
Et cette partie-là vote pour nous parce qu'elle estime qu'on sera mieux à même de mettre en œuvre ce à quoi ils aspirent. Donc, quand on gagne, c'est parce qu'on... c'est par défaut? Non, Enfin, non. On peut le dire trivialement, c'est quand on ratisse large. Et quand on s'adresse à tous les Français, et notamment, et pas seulement, à une catégorie présumée d'entre eux. C'est ça mon projet. C'est ça mon projet. Je ne veux pas me laisser enfermer dans ce discours droite-gauche, parce que de toute manière, le débat est biaisé et les cartes biseautées. Oui. Enfin, du coup, on pourrait en conclure que du coup, votre candidat naturel à vous, Hervé Gaymard, pardon, mais n'est pas Nicolas Sarkozy, mais davantage Alain Juppé. Si on vous suit Alain entre les Juppé, lignes. pour redescendre dans la politique quotidienne qui fait notre quotidien et qui n'est pas méprisable. Non, qui fait moi, je suis un élu engagé, et je suis heureux de faire ce que je fais. Alain Juppé a dit à plusieurs reprises, si Nicolas Sarkozy est candidat, je le soutiens. S'il n'est pas candidat, je suis prêt. Je suis prêt. Bon, que je sache, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est candidat, même s'il n'a pas officiellement déclaré sa candidature. Leïla Dakli. Oui, je reviens un petit peu en arrière, du coup, parce que je me disais, il y a peut-être quelque chose qui appartient à la droite, ou en tout cas à la campagne de Sarkozy, du point de vue de l'idéologie, c'est précisément le désir d'inégalité. Vous avez parlé tout à l'heure d'une société où règne la jalousie, l'envie, le ressentiment et le racisme. D'une certaine manière, on pourrait penser que un certain nombre des slogans sarkozystes de 2007, travailler plus pour gagner plus et ce genre de choses, participent de la construction d'une société où on n'a pas envie d'être égaux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord J'imagine. avec vous. Le désir d'inégalité, franchement, ça me semble très abusif et caricatural. Je crois qu'il y a deux conceptions d'une société. Soit nous avons une société égalitariste où, quels que soient les talents, tout le monde passe sur la toise, ou au contraire, une société de liberté et d'initiative qui permettent à chacun de s'exprimer et de se déployer, avec, bien évidemment, la solidarité qui permet... Vous voyez bien, là, on est dans l'idéologie de droite. C'est quelque chose qui, me semble-t-il, n'est pas forcément... Vous savez, vous avez beaucoup de gens de gauche qui pensent la même chose. Il y a beaucoup de gens de gauche qui pensent la même chose, c'est-à-dire qu'une société doit permettre à chacun de s'épanouir, à la liberté d'entreprise de se déployer et de ne pas mettre tout le monde sous la toise et sous le carcan dans un avenir radieux, égalitariste, qui appauvrit tout le monde en définitive. Parce que les lois et les règlements qui mettent le carcan ont toujours appauvri les plus pauvres. Ça, c'est une loi générale. Il faut que l'initiative puisse se déployer pour que de la richesse soit créée, pour pouvoir financer la solidarité. Parce qu'on ne peut pas financer la solidarité avant qu'une richesse ait été créée. Ceci étant, il y a un sujet, et je vous l'accorde, qui est extrêmement important, et de ce point de vue, le dernier livre de Rosan Vallon est extrêmement intéressant, c'est que la question de l'égalité est une question centrale de la société française, et je dirais qu'il y a à la fois l'inégalité réelle que peuvent mesurer les statistiques, et d'ailleurs sur le partage entre la valeur ajoutée entre les salaires et la rémunération du capital, il faut faire attention sur les comparaisons et sur la période de référence qu'on utilise, parce que juste à la fin des années 70, on avait eu une déformation très forte en faveur des salariés, notamment en France. Donc il faut, tous les calculs de Piketty, etc., il faut remettre ça en perspective. Et deuxièmement, il y a l'inégalité ressentie avec les salaires indécents de certains grands patrons, de sportifs, de vedettes, où là, effectivement, si ces braves gens ne comprennent pas que chaque jour des gens se serrent la ceinture et voient ce spectacle, ils n'ont rien compris. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, qu'il faut en quelque sorte refaire France. Parce qu'on a une France qui se délite et il faut que la France se rassemble. Leïla, Brice Couturier. Vous nous avez dit que vous étiez inquiet par la droitisation actuelle de votre parti sous l'influence du président de la République, et elle est évidente. Mais vous savez bien, parce que vous faites l'analyse que vous venez de nous dire, à savoir que la majorité idéologique du pays penche à gauche, qu'il faut gagner les élections. Quand on est à droite, c'est difficile. Donc, on sait Sarkozy obsédé par l'ordre d'arrivée au premier tour. Il pense que, dans ce cadre-là, un discours musclé, droitier, pourrait lui permettre de bloquer la montée de Marine Le Pen et donc de rester en tête. Mais
Au second tour, un tel type de discours, et là on rejoint votre discours à vous, ne va pas lui permettre de disputer à François Hollande l'électorat centriste, et donc Nicolas Sarkozy se trouve effectivement dans une espèce d'impasse politique, parce qu'il lui faut à la fois bloquer la montée de Marine Le Pen au premier tour, et au second, aller chercher les électeurs centristes dont vous parliez tout à l'heure. Quelle est la solution ? Hervé Guémard. Pourquoi Nicolas Sarkozy a gagné en 2007 ? D'abord parce qu'il n'a pas eu seulement son discours libéral, atlantiste, communautariste, qui était le sien jusqu'en 2006, et qu'il a eu le renfort de Fillon et des gaullistes sociaux. Et la plume de Guénaud. Pour dire les choses, la plume de Guénaud, et à la fin du quinquennat de Jacques Chirac, la posture d'opposition interne à Chirac, la France d'après, la rupture, etc. Mais ce que j'observe aussi, et ça dans ma circonscription, dans mon département en Savoie, en regardant les résultats commune par commune, c'est qu'il a beaucoup mordu sur la gauche en 2007. Beaucoup mordu sur la gauche. Tout simplement parce qu'il avait un discours en mettant en avant la valeur travail et l'initiative, qui a plu à un certain nombre d'électeurs traditionnels de la gauche. Alors, c'est pas ceux et de responsables. C'est pas ceux qui intéressent la fondation. C'est pas ceux qui intéressent la fondation Terra Nova. Qui explique qu'il faut se désintéresser du peuple et se limiter aux élites intermédiaires, si je puis dire. Bon. Donc je pense, pour résumer, que Sarkozy gagnera en 2012 si il sait retrouver ce discours et ce projet qui rassemble les Français, parce qu'on peut faire un bon premier tour, mais si on n'a pas de réserve au deuxième tour, c'est quand même un vrai sujet. Et ensuite, il me semble évidemment le plus expérimenté et le plus capable dans la crise actuelle pour mener le pays face à un François Hollande qui n'a aucune expérience, ni ministérielle, ni internationale. Mais est-ce que vous ne partageriez pas tout de même le constat qu'a fait l'éphémère ministre, secrétaire d'État Jean-Pierre Jouyet au gouvernement quand il parlait de mirage, en parlant de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous ne reprendriez pas à votre compte cette idée de mirage? Après tout, et à gauche aussi, on avait à un certain moment crédité Nicolas Sarkozy d'avoir, dit-on, siphonné les voix du Front National et d'avoir mené à la victoire un parti UMP de droite consolidé, homogène. Or, aujourd'hui, on voit bien que sans parti pris aucun, voilà, le Front National est à nouveau crédité, en tout cas, d'une marge de manœuvre assez importante électoralement parlant. Et quant à la droite elle-même, l'UMP est donc aujourd'hui atomisée en différents courants, comme notamment le vôtre, d'une droite humaniste, d'une droite populaire, un centre droit qui se cherche entre le centre-centre ou le centre-centre. Et bon, enfin, il y a moi, j'ai pas de courant, j'ai vocation à tous les rassembler. Vous savez, oui, mais est-ce que cet effet de 5 ans après, cet effet ne s'est pas dissipé comme une espèce de mirage où les forces sont plus cristallisées encore qu'avant? Marc Voinchet, on ne va pas se raconter l'histoire. On est face à la veille de cette élection présidentielle dans une situation très difficile. Et cette élection va être très difficile à gagner. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous avons une crise internationale qui est loin d'être terminée, qui met beaucoup d'anxiété, et aucun gouvernement, nulle part, n'a été reconduit dans le contexte de cette crise, premièrement. Deuxièmement, il y a un besoin, j'allais dire, naturel d'alternance, puisque la dernière fois que la gauche a été au pouvoir, c'était sous Jospin jusqu'en 2002, et le dernier président de la République, c'est François Mitterrand, qui ne l'est plus depuis 1995. Il y a eu un certain nombre de réformes réussies, d'autres qui l'ont été moins ou mal reçues. Donc on est dans une situation politique très différente. Ceci étant, la page est ouverte. Rendez-vous au mois d'avril. Il va y avoir une campagne. Et moi, je souhaite que cette campagne soit la plus rugueuse possible. Non pas sur toutes ces boules puantes qu'on voit apparaître depuis quelques semaines, et ça va sans doute, hélas, continuer, mais sur les vrais sujets. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation? Qu'est-ce qu'on fait pour la réduction des déficits publics et l'endettement? Ça, ce sont de vrais sujets clivants, et je l'espère, que ce soit une vraie épreuve de vérité. Il existe ce courant de droite humaniste?
y a pas de... Il est fait, il est labellisé ou pas encore? Oui, mais vous savez, en ce moment, ça part dans tous les sens. Hein. J'ai vu que des collègues, oui, avaient mis en place... Mais moi, je ne m'inscris pas dans le cadre. Vous n'êtes pas dedans? Non, moi, je suis nulle part. Il y a Jean Leonetti. Oui, non, moi, je suis dans aucun courant parce que je pense que la vocation de l'UMP est de rassembler tout le monde. Et le projet que j'ai porté en créant l'UMP avec d'autres en 2002, c'était précisément ne pas s'enfermer dans des courants et des chapelles. Moi, mon projet, il est rassembleur et bien plus ambitieux que créer un seul courant. Bon, Hervé Guémard, vous dites, on ne va pas se raconter d'histoire, comme vous dites, hein, vous êtes un cumulard, comme François Hollande, tout de même. Et beaucoup d'autres. Voilà, député de la deuxième circonscription de C'est peut-être Savoie. d'ailleurs un sujet sur lequel il y aura des propositions. C'est dans la question que j'allais vous poser. présidentielle. Est-ce qu'au fond, vous finirez par rendre les armes, comme on le demande aussi à François Hollande sur cette question, et dire un jour que voilà, il faudra réellement être sérieux, à droite comme à gauche en France, sur la question du cumul des mandats, ou est-ce que vous le défendez? Non, moi je ne suis pas arrivé sur le cumul des mandats. Il se trouve que la législation, elle est ce qu'elle est. On a le droit d'avoir 2 mandats. Moi, je trouve que mon mandat de parlementaire et de président de conseil général s'articule très bien. Voilà. Bon. Ceci étant, si demain on interdit le cumul des mandats avec le mandat unique, moi j'ai absolument rien contre. Je pense d'ailleurs qu'un gouvernement de gauche aura plus de difficulté à le faire admettre à ses élus qu'un gouvernement de droite, parce que, par définition, comme la France territoriale est de gauche, il y a beaucoup plus de cumulards, mais il y a 2 conditions. Ce qui vous fait dire qu'on est d'ailleurs en période de cohabitation, au fond. On est en cohabitation territoriale, oui. c'est évident. Je pense qu'il y a 2 conditions. La première, c'est qu'on regarde là aussi les choses en face et qu'on crée un statut de l'élu. Ce qu'on refuse de voir, parce qu'on refuse de regarder en face en France le coût de la démocratie. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut sans doute diminuer le nombre de députés et accroître les pouvoirs du Parlement, parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, si on mettait le mandat unique pour les parlementaires, il y a trop de députés pour s'occuper que des affaires de la nation et pas s'occuper des affaires de son département et de sa commune. Hervé Guémard, en plus d'être député et président du Conseil général de Savoie, j'en rajoute, il y en a encore, et vous êtes également président du Conseil d'administration de l'Office national des forêts. C'est-à-dire que je ne suis pas exécutif. Ouais. Mais je m'en occupe parce que la forêt, c'est une passion. Alors, oui, alors vous êtes un peu le lointain cousin descendant de Jean de La Fontaine, donc, oui, qui faisait office, grosso modo, de patron des forêts. Et de Michel Jobert, qui est un homme que j'aimais beaucoup. Que je n'ai pas connu, mais pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui a été un des premiers conseils d'administration de l'Office quand Edgar Pisani l'a créé au milieu des années 60. Alors l'Office national des forêts gère donc les forêts publiques qui couvrent en 2011, vous me corrigerez si je me trompe, 4,8 millions d'hectares en métropole et 6 millions d'hectares dans les départements d'outre-mer. C'est-à-dire en métropole, 25% de la forêt, 25% de la forêt est publique et ça représente 10% du territoire métropolitain. Voilà. Et l'exploitation des forêts publiques et privées produit 103 millions de mètres cubes par an de bois et la filière bois emploie 425 000 personnes en France. Mais voilà, depuis 2001, une réforme est engagée. Depuis 2001, poursuivie en 2002, elle doit avoir comme but d'arriver jusqu'à 2016 pour supprimer grosso modo 20% des salariés de l'Office national des forêts. Et puis surtout, on parle beaucoup dans les médias, ça fait toujours vendre, hélas, des suicides à France Télécom et de ce gros problème à France Télécom. Mais il y en a aussi à l'Office national des forêts, sujet grave si l'année, Hervé Guémard, puisqu'à l'été 2011, l'Office national des forêts connaît son 24e suicide depuis 2005. Comment expliquer cette situation de souffrance au travail? Ils ont été reconnus pour la plupart, certains comme des accidents vraiment considérés liés au travail, ces suicides-là, Hervé Guémard. Écoutez donc peut-être ce témoignage recueilli par Tanguy Blum, d'un garde forestier qui a préféré rester anonyme. Disons, on peut citer les états de service. Il est garde forestier de montagne depuis 1985. Et il a officié un peu partout, de régions parisiennes, en Corse ou encore dans le Vaucluse ou en Auvergne. Bref, ce monsieur s'est confié à Tanguy Blum. Le stress a induit un peu induit effectivement des mal-être, ça c'est certain. D'où les problèmes de suicide à l'ONF. Il y a des gens qui encaissent moins, qui encaissent très mal le fait que l'on modifie ce que les maîtres nous ont appris. On a eu des maîtres qui nous ont appris, voilà, il faut travailler comme ça. On utilise des outils du Moyen-Âge pour dire qu'on a un métier qui est quand même forgé et ancré dans un milieu écologique, sachant que la solitude est aussi un bouillon de culture où on se ressasse toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Et ça, c'est pas bon. Les forêts que nous plantons aujourd'hui sont récoltées en l'an 2200. Donc laissez-nous du temps, laissez-nous travailler.
laissez-nous respecter la nature, et vous verrez, tout se passera bien, comme ça s'est passé depuis Charles, depuis les grands rois de France. Quand les forestiers ont commencé, ils avaient 300 hectares. Aujourd'hui, ils sont à plus de 1500. On ne fait plus la même chose. Hein. On disait, certains forestiers, il leur faudra un camping-car pour aller voir l'ensemble de leur forêt. J'avais un peu été interloqué par des réponses d'internautes en disant le forestier, il est heureux, c'est la vie idyllique, il est avec les oiseaux et tout ça. Il est aussi, et quand on a des problèmes de cette teneur, on a des taux de suicide supérieurs à, et on ne veut pas battre des records, hein, à des grandes entreprises comme France Télécom ou la police. Donc on se dit quand même qu'il y a quand même un problème. Il faut que des forestiers gèrent les forestiers. Il ne faut pas que ça devienne des bureaucrates et des gens qui ne voient que le fond d'un écran toute la journée. Voilà, à propos recueilli par Tanguy Bloom, vous aviez remis, Hervé Gaymard, si je ne m'abuse, un rapport au président de la République en octobre 2010, où vous parliez notamment de cette question de la pénibilité du travail des ouvriers forestiers, de vouloir améliorer leur fin de carrière. Le rapport a été suivi des faits, lu attentivement par le président de la République. Alors, je voudrais d'abord parler du suicide, puisque face au suicide, c'est évidemment le respect, l'humilité et la tristesse. Et on sait que dans chacune de nos pauvres vies, comme le disait le général de Gaulle, il y a à la fois la vie affective, la vie familiale, la santé, la vie professionnelle, bien sûr. Donc par rapport au suicide dont vous parliez, je ne me sens pas habilité à entrer dans la vie intime de ces agents qui un jour ont fait ce choix terrible et respectable. Ce que je sais, c'est que bien évidemment, depuis maintenant plus de 10 ans, ça a commencé à la fin des années 1990, l'Office national des forêts a été engagé dans une réforme qui a visé d'une part à créer des unités territoriales pour couvrir au maximum tous nos territoires, et d'autre part des unités fonctionnelles spécialisées, bureaux d'études, vente de bois, etc. On a professionnalisé, dit-on, la profession. Et cette réforme a secoué, il faut dire les choses telles qu'elles sont, une vieille maison, modèle Colbert, rectifié, Pisani, 1965. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport que j'ai mis à Nicolas Sarkozy il y a un an, j'ai dit 3 mots. Premier mot, stabilité. Arrêtons de réformer, maintenant c'est fait, redonnons de l'horizon à nos forestiers. Comme le disait cet agent qui s'est exprimé de façon tout à fait remarquable, et à travers lui, je rends hommage au formidable travail qu'ils font. Deuxième mot, confiance légitime. Restaurer la confiance légitime au sein de la maison, notamment. Et troisième mot, ambition, parce que nous devons être ambitieux pour notre filière forêt-bois. Alors, l'Office est un Mais est-ce qu'elle n'est pas là établissement... toute l'ambiguïté, sur la filière forêt-bois, c'est-à-dire plus de rentabilité, plus de productivité, Alors, qui moi, je n'aime pas certains disent moi, je n'aime pas ce temps long de la forêt. Moi, il faut être précis. Bon. D'abord, la forêt, on sait que la forêt a 3 fonctions. Une fonction environnementale, c'est la biodiversité, une fonction d'accueil du public, et puis évidemment une fonction de production, produire du bois. Seule la 3e est rémunérée. C'est-à-dire que seule la vente de bois rémunère les loisirs, notamment les urbains qui vont se promener en forêt, et rémunère le maintien de la biodiversité. Donc on est toujours sur une ligne de crête, si je puis dire, parce qu'il faut à la fois préserver la biodiversité, accueillir le public et quand même produire. Bon. Et aujourd'hui, contrairement à des idées reçues, la forêt française n'est pas surexploitée. Et d'ailleurs, pour le prochain contrat d'objectifs, nous allons diminuer de 10% la production de la forêt française pour tenir compte des attentes environnementales. Il faut savoir que chaque année, la forêt française augmente d'environ l'équivalent d'un petit département. Donc la déforestation, contrairement à ce que j'entends, c'est pas chez nous. Ceci étant, le problème que nous avons, et c'est pourquoi il y a eu des réductions d'effectifs, c'est que notre ressource principale, c'est la vente de bois. Et la vente de bois a baissé en monnaie constante régulièrement depuis 1980, ce qui nous a conduit à ajuster les effectifs. Donc nous avons lancé un audit socio-organisationnel. Voilà, Bruno Le Maire avait notamment avec reçu les Pascal organisations Vinet, le directeur syndicales. général. Voilà. Moi, la première proposition de mon rapport, c'était audit
organisationnelle pour sortir de cette situation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en dialogue avec les organisations syndicales. Oui. Bon, ça n'est pas un des mauvais effets, si j'ose dire, dans cette situation tragique, de tout de même la révision générale des politiques publiques, hein, où on a annoncé un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Non, parce que la question des gardes forestiers. Non, parce que nous n'avons pas une vision dogmatique de 1 sur 2. Nous ajustons les effectifs par rapport aux besoins, d'une part, et par rapport à nos ressources. Si demain, par exemple, on me dit qu'on nous donne de l'argent à l'ONF pour rémunérer les puits de carbone que nous sommes naturellement, si on nous dit que les agences de l'eau nous donnent des redevances parce que la forêt s'inscrit dans le cycle de l'eau, si demain on met des péages à l'entrée des forêts pour que les urbains, quand ils y vont le week-end, alors voilà, mais on ne va pas le faire tout ça, c'est bien évident. Donc moi je dois faire avec le directeur général Pascal Vinet, avec ce que j'ai. Nous avons un bon dialogue avec les communes forestières qui viennent de décider de faire un effort important pour augmenter leur contribution. Et en tout cas, moi j'ai l'ambition qu'on réussisse enfin de nous remettre sur les rails. Bon, enfin, on ne désespère pas au matin de faire un jour d'émission en forêt, avec les gardes forestiers, oui, c'est une très bonne idée. Vous pourriez inviter, il y a une historienne qui vient de publier au Seuil, Martine Chalvet, une histoire de la forêt qui est tout à fait remarquable. Enfin, un essai historique sur la forêt tout à fait remarquable. 8h48 minutes, le coup d'œil de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Alors ce matin, donc, j'ai choisi l'éditorial de Laurent Geoffrin dans le dernier numéro du Nouvel Obs. Éditorial intitulé « Droite perroquet, comment les partisans de Nicolas Sarkozy peuvent répercuter comme autant de haut-parleurs une parole unique élaborée par les petits messieurs de la com ». Les désormais célèbres éléments de langage, ces argumentaires partisans distribués donc par l'Élysée ou l'UMP à leurs principaux relais et destinés à imposer dans l'opinion une certaine vision de l'événement sont surtout des éléments d'abaissement de la politique, écrit Laurent Geoffrin. Concoctés par des spécialistes de la communication ou plus rarement définis par le président de la République lui-même, ils asservissent les partisans de Nicolas Sarkozy à une parole unique élaborée sans eux et qu'ils sont priés donc de répercuter comme autant de haut-parleurs branchés sur le même amplificateur. Alors bien sûr, on dira que ces argumentaires politiques sont de toutes les époques, que les grands partis ont toujours distribué à leurs militants des opuscules destinés à les armer pour affronter l'adversaire dans les joutes publiques, qu'un parti a précisément pour fonction de définir, après tout, une ligne que ses militants doivent ensuite appliquer fidèlement. Et à ce titre, c'est vrai que le Parti communiste naguère, tout comme le Parti socialiste, élaborait des textes abrupts que les militants et les responsables devaient reprendre dans leur discours. Seulement voilà, poursuit Laurent Geoffrin, l'ennui, c'est que le temps des légions unanimes est passé. Notre société d'individus méfiants à l'égard des pouvoirs, dit-il, exige l'autonomie de pensée des responsables et un minimum de bonne foi dans la parole publique. Lorsque Jean-François Copé évalue à 4% du corps électoral la participation à la primaire socialiste, pourtant bénéficiaire d'une importante participation, il n'embarrasse pas le PS, il ridiculise l'UMP, écrit Laurent Geoffrin, et de conclure, en d'autres termes, un parti intelligent devrait abolir cette pratique grotesque qui dévalue le débat public. La plupart du temps, les éléments de langage sont si élémentaires qu'ils finissent par tuer le langage. Et Laurent Geoffrin donc d'avancer cette proposition inouïe. Et si les responsables publics se résolvaient à penser par eux-mêmes. Merci Thomas Cluzel. Oui, je note que vous êtes venu sans petite fiche estampillée du château. Pas d'éléments de langage que le mien. Il faut bien reconnaître que, à droite comme à gauche aussi, ces éléments de langage sont quelque chose terrible, d'assez terrifiant. Merci Hervé Gabin. Restez, cela dit, avec nous. Les bonnes âmes qui écoutent l'émission m'ont fait me souvenir que celui dont je vous parlais, qui a publié Le Monstre doux chez Gallimard, ce linguiste italien qui lui dit qu'au fond l'Europe entière se droitise, c'est Raphaël et Simone, et voilà que nous avons beaucoup discuté ici, qui est même venu au matin. C'est à retrouver dans le débat chez Gallimard. Le mois d'octobre est décidément le mois de Georges Brassens. Il était né un 22 octobre en 1921 et il est mort le 19 octobre 1981.